Ben, écoutez, je vous propose qu'on passe à la communication suivante de Florence sur les législations à l'étranger. Merci Pierre-François. Donc, effectivement, on va voir quelques-unes des différentes législations. Je ne reviens pas sur la définition que tu as donnée d'euthanasie et de suicide assisté, et on va attaquer tout de suite par la Suisse. Alors, la Suisse a dépénalisé l'aide au suicide dès 1942. En complément, l'Académie suisse des sciences médicales a édicté en 2004 des recommandations qui sont intégrées dans le code de déontologie des médecins suisses. Alors cette loi s'applique aux adultes capables de discernement, ayant exprimé un désir de mourir mûrement réfléchi, persistant, et dont la fin de vie est proche. On va revenir là-dessus, parce que ce critère a été revu en 2018. Cette loi peut être proposée en l'absence de motifs égoïstes. Le respect des critères doit être attesté par deux personnes qui ne sont pas forcément médecins. L'une de ces deux personnes est médecin, mais la deuxième, pas forcément. Une consultation psychiatrique doit être proposée s'il y a une maladie psychiatrique associée. Et le contrôle du dossier est effectué in fine par les autorités lors de la déclaration de décès. En 2022, cela a concerné 1833 personnes qui ont été accompagnées par les associations. C'est très difficile d'avoir des chiffres fiables en Suisse. On a essentiellement les données des associations. Ça représente 2,5% des décès en Suisse. Les points de controverse qui subsistent en Suisse sont essentiellement sur le profil des patients. Parce que maintenant, les critères sont laissés à l'appréciation des associations. Depuis 2018, le critère de fin de vie a été abandonné. Le critère de maladie incurable a été remplacé par souffrance réfractaire. Donc, ça laisse le champ très libre aux interprétations. Cet abandon de critères de fin de vie, d'ailleurs, a été contesté par la Fédération des médecins suisses, qui a refusé de l'intégrer dans son code de déontologie. En Oregon, la loi encadre également le suicide assisté, mais selon des modalités un petit peu différentes. Alors là encore, ça concerne l'adulte capable de discernement. Résident de l'Oregon jusqu'à l'an dernier, ce critère est supprimé. Le souhait de mourir du patient doit avoir été réitéré plusieurs fois et écrit. Et cela concerne des patients qui ont une espérance de vie inférieure à 6 mois, évaluée par deux médecins différents, dont un spécialiste de la pathologie du patient. Le patient doit avoir reçu une information sur les alternatives possibles et sur les soins palliatifs dont il peut bénéficier. Lorsque tous les critères sont remplis, une déclaration est faite par le médecin prescripteur au ministère de la Santé de l'État et il communique à ce moment-là l'intégralité du dossier. La prescription est donnée au patient. Il a 6 mois pour aller chercher son produit et on va voir ce qu'il en veut après. En 2022, ça concernait 278 personnes, soit 0,6% des décès. Depuis 25 ans, 66% des patients ont utilisé le produit qui leur a été prescrit. 15% sont décédés de leur pathologie et il y a 20% de perdus de vue. Donc on pourra revenir sur ce chiffre. Les questions qui sont en suspens en Oregon, c'est l'accompagnement justement de ces patients après la prescription. Que deviennent ces 20% dont on n'a pas de données sur ce qu'ils ont fait du produit. L'efficacité, la tolérance des produits a été débattue également et il y a beaucoup de modifications des produits utilisés au cours des 25 années. En Belgique, la loi, elle, s'est attachée à légiférer sur l'euthanasie. Alors, l'euthanasie concernait au départ, en 2002, l'adulte et a été élargie aux mineurs capables de discernement en 2014.
Cela concerne encore des patients qui ont une demande volontaire, réfléchie, répétée, rédigée par écrit. Ces patients doivent témoigner d'une souffrance physique et ou psychique constante, insupportable, inapaisable, causée donc par une maladie incurable. Le diagnostic doit être confirmé par un deuxième médecin, voire un troisième si le pronostic n'est pas engagé à brève échéance, qui concerne quand même près de 17% des patients. Une information doit être communiquée sur les soins palliatifs, les alternatives thérapeutiques, et il y a plusieurs entretiens préalables. La consultation psychiatrique est obligatoire dans le cas des mineurs. Le contrôle est fait a posteriori par une commission fédérale qui analyse les dossiers après le décès. Et elle se réunit une fois par mois et refait le point sur les dossiers qui ont été communiqués. En 2022, ça a concerné 2966 personnes, soit 2,5% des décès en Belgique. On observe quand même une sous-déclaration des euthanasies qui est évaluée entre 25 et 35% dans la littérature. Donc toutes les questions qui demeurent en Belgique portent sur cette sous-déclaration, le contrôle a posteriori des dossiers, puisque les patients sont euthanasiés avant le contrôle des dossiers, l'élargissement des critères d'éligibilité est une question prégnante en Belgique, puisque le comité de bioéthique belge considère que la polypathologie ou le vieillissement peut être un motif légitime d'euthanasie. Et l'indépendance de la Commission fédérale a été contestée et soulignée par un arrêté de la Cour européenne des droits de l'homme qui pointe le fait que dans la Commission fédérale, il y a les prescripteurs de l'euthanasie qui analysent donc leur propre dossier. Donc en conclusion, on observe qu'il y a deux arguments principaux qui sont à l'origine de ces différentes législations. Le premier, c'est le droit à l'autodétermination du patient face à la mort. Le deuxième, c'est la nécessité d'une alternative supplémentaire dans l'offre de soins des maladies incurables, puisque certains patients n'ont pas de proposition adaptée dans la législation actuelle. Après, on constate, en particulier en Europe, un élargissement rapide des critères aux maladies mentales, ce qui peut interroger la capacité de discernement, voire l'abandon des critères de maladies graves, puisque la polypathologie, le vieillissement peuvent devenir une demande légitime d'accompagnement. Donc, dès lors, il va falloir que la législation s'interroge sur la protection des populations vulnérables, comme on l'a déjà évoqué, et soit particulièrement vigilante sur l'encadrement de cette loi à venir. Je vous remercie. Bien, merci Florence pour cette présentation. C'est toujours difficile de faire un panorama sur un temps aussi court quand on sait. Donc, juste peut-être pour préciser qu'il y a 11 pays qui ont légiféré sur l'aide, il me semble, sur l'aide active à mourir. Quand on considère 11 pays, il y a plusieurs États aux États-Unis, il y a l'Australie qu'on va considérer comme un seul pays, la Nouvelle-Zélande. Mais ça représente à peu près 11 pays, je crois, qui ont légiféré sur l'euthanasie dans le monde. Juste pour répondre à une question d'un internaute qui est arrivé, qui n'est pas exactement sur le sujet, mais je vais y passer tout de suite, c'est que la question c'est pourquoi les décisions de l'ATA sont-elles toujours prises par des anesthésistes réanimateurs dans les services de médecine, chirurgie de l'hôpital? Alors je pense que ça c'est une expérience personnelle que relève l'interlocuteur. Nous, dans notre hôpital, ce n'est pas du tout les anesthésistes réanimateurs qui font toutes les décisions de l'ATA dans l'hôpital. On a une unité mobile de soins palliatifs, c'est normalement son rôle. Et donc voilà, il y a quand même des dispositifs qui sont censés être là pour ça. Que nous, on intervienne parfois dans des services de chirurgie, ça peut arriver sur des décisions de non-indication de réanimation, par exemple, etc. Mais ce n'est pas le rôle de l'anesthésiste réanimateur d'aller faire les LATA de tout l'hôpital. Juste, c'est une petite précision. Florence, est-ce qu'on a une idée du nombre de Français
puisque ça c'est une grande question. On dit bon, il y a des Français qui vont se faire avoir une aide active à mourir, puisque tu as bien montré qu'en Suisse c'est du suicide assisté, en Belgique c'est de l'euthanasie. C'est les deux pays où des Français peuvent aller subir une aide active à mourir. On a une idée du volume de Français que ça représente? Oui, en Suisse, l'an dernier, il y a eu 53 Français. En Belgique. En Belgique, il y a eu 53 Français qui ont été euthanasiés. En Suisse, je n'ai plus le chiffre exact en tête, c'est entre 60 et 70. D'accord. Ok, donc ça reste pour l'instant une toute petite population. Mais on est bien entendu que c'est compliqué d'y aller. Et c'est coûteux, hein, puisque en Suisse, c'est assez onéreux. Je crois que c'est au l'ordre de 10 000 euros, Oui, je crois, €. pour aller en Suisse. Donc c'est sûr que tout le monde ne peut pas se permettre ça. Alors peut-être une question pour s'intéresser plus à ce qui se rapproche en tout cas de l'avis du CCNE, peut-être pas de l'évolution de ce que sera notre loi, mais de la proposition du CCNE qui est quand même d'aller plutôt vers du suicide assisté que vers de l'euthanasie. Quelles sont les différences de modalités du suicide assisté dans les deux grands pays finalement que tu as cités, que sont la Suisse et l'Oregon? La Suisse présente le suicide assisté comme un acte citoyen. C'est pas un acte médical. C'est d'où l'accompagnement par les associations. Par contre, cet accompagnement perdure jusqu'à l'acte ultime. En Oregon, c'est beaucoup plus cadré sur le plan médical. Ils sont très, très rigoureux là-dessus et du coup, il y a peu de patients éligibles. En revanche, il y a une liberté qui est laissée aux patients de prendre ou pas ce produit. Et donc, on sait que 15% des patients ne le prennent pas et on a une incertitude pour 25% même de patients dont on n'a pas de données analysables après. D'accord. On est quand même un peu frappé quand on regarde les chiffres sur les évolutions quand on regarde la Belgique, les Pays-Bas, des courbes que sont en train de prendre l'euthanasie. Alors on voit, Belgique, on est à pratiquement 3000 euthanasies par an. Les Pays-Bas, c'est pas loin de 8000. Ce qui rapporté à leur population ferait des chiffres en France, et si on transposait, bien plus important. C'est vrai que quand on discute, alors moi j'ai eu la chance de rencontrer des acteurs belges dans le voyage en Belgique, et c'est vrai que leur crainte de certains, c'est de dire l'élargissement des critères, en fait, elle est inexorable. Sur une logique de non-discrimination, en fait. À partir du moment où on dit le patient A, il souffre, il est dans les critères, mais pourquoi le patient B, comment on peut dire qu'il souffre moins que le patient A qui a droit à agir? Et donc, pour cette logique de non-discrimination, de justice distributive, finalement de principe d'éthique, on s'aperçoit que ces évolutions, ce nombre d'euthanasie, en tout cas, évolue. Et évolue plus dans les pays qui ont fait de l'euthanasie que dans les pays qui ont fait du suicide assisté. Est-ce que Tout à fait. Et le premier critère, en général, a évolué, est le critère de fin de vie. Et ensuite, effectivement, l'élargissement à la souffrance, qui est quelque chose de plus subjectif à appréhender pour les médecins. Mais le patient qui revendique une souffrance psychique est légitime à demander l'euthanasie, et l'élargissement se fait du coup très largement à ce niveau-là. Ah oui, y compris aux maladies psychiatriques. Y compris aux maladies psychiatriques. En Belgique, il y a eu 66 euthanasies pour maladies psychiatriques l'année dernière. Donc c'est vrai que c'est ces élargissements qui effectivement interpellent une fois qu'on a commencé à enclencher le processus.